bonjour. Donc, je vais vous présenter les résultats de recherche exploratoire qui ont été réalisés au sein du projet En Friche, Anthropologie environnementale de la remise en culture des friches littorales. Alors, c'est un projet interdisciplinaire qui va mêler les sciences humaines et sociales et celles de l'environnement. Donc, comme je l'ai dit ici, je vais exposer des premiers résultats, donc des recherches exploratoires, donc, il va s'agir du volet d'études écologiques, enfin du volet écologique de ce projet, avec une étude qui est plus particulièrement consacrée à la commune de Moëlan-sur-Mer. Je vais expliquer pourquoi cette commune en particulier tout à l'heure. Donc, il va s'agir pour l'instant, comme je l'ai dit, de résultats temporaires, mais qui vont être amenés à alimenter une réflexion interdisciplinaire et à être également renforcés. Les résultats sont en cours de valorisation, donc éventuellement avec une proposition qui a été soumise à la revue MapMonde, mais aussi avec le site internet du projet, dont je vous ai mis une illustration ici. La question que tentait de traiter cette étude à l'origine est comment interagissent facteurs environnementaux et anthropiques dans les trajectoires d'un espace dynamique complexe. Donc, la friche agricole, c'est un objet qui est difficile à saisir. Alors, les définitions peuvent varier selon les auteurs. On a quand même deux constantes, abandon cultural et mise en place d'une succession écologique spontanée. Donc, la friche semble être avant tout un état de transition. Pour autant, dans la pratique, on a quand même quelques limites à ces définitions, quelques petits questionnements, notamment la question de la temporalité, à partir de quand est-ce qu'on ne va plus parler de friche, et puis aussi un aspect de définition qui a été mis en valeur par l'approche interdisciplinaire du projet. La friche, ce serait plutôt un terme qui servirait à nommer un problème public, en l'occurrence un problème de non-exploitation des terres. Donc ici, on va simplement préférer le terme un petit peu plus neutre d'espace enfriché, à savoir soumis à un phénomène de colonisation par la végétation spontanée, notamment par des espèces ligneuses. Donc le principal type de végétation qui va être étudié ici, ça va correspondre à des fourrés. Cependant, l'étude a porté aussi sur des milieux avoisinants pour prendre en compte la matrice paysagère dans laquelle vont s'insérer ces espaces. Alors, les espaces enfrichés font l'objet d'une perception bivalente sur le plan paysager et aussi sur le plan écologique, avec idée d'une dégradation. Ici, je vous ai mis un tableau qui récapitule les dégradations qui seraient liées à la friche selon les aménageurs qui ont travaillé sur notre zone d'étude, en l'occurrence la commission départementale d'aménagement foncier du Finistère. Donc, ce sont des arguments qui reposent sur 4 piliers, paysage, biodiversité, risque et valorisation économique. Ce sont aussi des arguments qui sont repris en partie par certains gestionnaires d'espaces naturels des côtes rocheuses bretonnes, ce que montre Maxime Leroy dans sa thèse. Donc, selon cette perception, l'enfrichement entraînerait un appauvrissement de la biodiversité, une dégradation paysagère avec la fermeture du paysage et son homogénéisation à la fois en termes d'espèces et d'habitat, voire avec l'introduction aussi de plantes exogènes. La succession post-culturale est un des types de succession qui sont les plus étudiés, tout comme les facteurs à l'origine de l'abandon de ces terres, même si Fayette et al. Mettent en évidence que cet abandon tend à être considéré par les recherches comme un état final et non pas comme une simple étape dans l'historique d'un espace donné. Et du coup, ça va poser la question de la durée de cet abandon, ainsi que celle des trajectoires qui vont être empruntées par ces espaces abandonnés. Certains espaces enfrichés ont fait l'objet d'analyses particulières du fait de conditions environnementales particulières ou bien d'usages particuliers là encore. En Bretagne, par exemple, on a le programme Ecofriche qui va travailler sur l'enfrichement des zones humides sous un angle pluridisciplinaire également. C'est un programme qui va notamment mettre en évidence la stabilité de la patrimonialité et de la diversité des communautés végétales tout au long de la succession dans ces friches humides. Les végétations préforestières des littoraux bretons ont aussi été étudiées, mais en fait de manière plus marginale. En fait, l'enfrichement est surtout envisagé comme une dégradation de milieux de référence, particulièrement dans les
évidemment dans les travaux qui vont être consacrés à la restauration. Les hypothèses de départ ont été les suivantes. Certains milieux seraient persistants sur le long terme. Par ailleurs, la présence de trajectoires hétérogènes dans le temps et dans l'espace pourrait être constatée. On aurait également une influence de la proximité au littoral sur ces trajectoires, issue de la succession écologique, mais également potentiellement des usages. Le second axe concerne la diversité des espaces enfrichés, avec encore potentiellement l'influence du littoral et de l'ancienneté de l'enfrichement dans la composition floristique, qui serait évidemment induite à la fois par les trajectoires, mais aussi par des conditions environnementales. La persistance d'une certaine diversité paysagère et floristique, et enfin l'influence humaine dans la diversité floristique. Le terrain d'étude choisi correspond à la commune de Moëlan-sur-Mer, donc une commune du Finistère. Comme tout le littoral finistérien, il a été concerné par une phase de déprise agricole dans la seconde moitié du XXe siècle et le développement d'une fonction touristique et résidentielle. Alors sa spécificité va être qu'il y a eu un projet de remise en culture à vaste échelle qui a été mis en place sur la commune. Il s'agissait d'un projet de relocalisation alimentaire qui a été mis en place en 2014, qui est aujourd'hui au beau fixe. On va étudier ici un milieu particulier, les falaises littorales, donc des milieux qui sont soumis à l'influence littorale évidemment, qui peut occasionner un blocage stationnel, mais aussi à l'influence humaine du fait d'usages particuliers. On peut penser au tourisme, à la fauche ou voire à la spéculation foncière. On a deux zones qui vont être étudiées, plus particulièrement, ce qui va représenter en tout une soixantaine d'hectares. D'abord la zone de Carfani, où le projet a été bloqué, donc qui est très largement couverte de fourrés, et puis celle de Kersolf, qui a été largement défrichée, au moins dans sa partie nord. La méthodologie mise en place passe par de la photo-interprétation à échelle fine, 1 millième, également une approche diachronique, puisqu'on va travailler sur les années 1952, 1978, 2000, 2015 et 2002. Alors pour faciliter cette approche diachronique, une typologie générale des différents milieux a été mise en place, au risque malheureusement de perdre des informations. Donc on a 6 classes, milieu ouvert, c'est à celle-ci que je pensais particulièrement quand je parlais de perte d'informations, qui va correspondre en fait, à tous les milieux ouverts, y compris champs et pelouses aérohalines, parce que les prairies de fauche ne vont pas forcément être évidentes à reconnaître, particulièrement sur les plus anciennes photographies. Évidemment, sur les plus récentes, ça peut se discuter. Donc on arrive à ce type de cartographie. Ici, je montre un exemple avec le secteur de Kersolf. Donc ces cartographies montrent l'émergence du processus d'enfrichement. Alors on a quelques constats qui sont issus. D'abord, certains fourrés sont particulièrement stables. Dans certaines zones, par exemple dans le sud de Kersolf, donc de l'autre secteur que présenté ici, on a 88% des fourrés qui sont présents en 1952, qui le sont toujours en 2022. La succession écologique semble aussi contrainte par les conditions écologiques. On voit la présence ici de pelouses aérohalines. Par ailleurs, les fourrés littoraux, y compris sur les plus anciennes friches, comme je l'ai dit, sont stables. On n'a pas de substitution par le boisement. Ça met également en évidence la présence permanente d'un entretien de la végétation, avec des prairies qui vont être fauchées ou pâturées, et puis des chemins enherbés qui vont être toujours présents tout au long de l'historique de ces secteurs. Donc même sans politique de réouverture, sans politique active, on a une persistance de milieux ouverts. Donc on aboutit à une diversité de trajectoires identifiées.
Donc 102 au total, si on réduit à celle qui concerne une zone de plus de 500 mètres carrés. On constate des va-et-vient entre fermeture et ouverture du milieu sur certaines parcelles, ce qui se vérifie également sur le terrain. Je ne l'ai pas mentionné, mais le fait que le projet ait été mis au beau fixe, en fait, certaines zones avaient été travaillées, et puis là, pour l'instant, elles sont abandonnées, ce qui en fait aussi un laboratoire intéressant pour l'étude de la succession post-culturale. On a une pré-typologie de cette trajectoire, mais c'est encore un travail qui est en cours. Si on exclut l'année 2015, on obtient des pas de temps qui sont à peu près comparables, entre 26 et 22 ans, donc qui vont permettre une analyse statistique en comparant. Donc on constate que 22% de la surface de nos secteurs a connu un enfrichement sur au moins 2 de ces dates. Pour autant, cet enfrichement n'est pas forcément durable, puisque 63% de ces secteurs qui ont connu un enfrichement sur 2 dates ne l'ont été que sur ces 2 dates, donc soit une durée d'à peu près 25 à 50 ans. On monte même à 85% si on exclut ceux qui sont encore enfrichés aujourd'hui. Alors pour autant, on a quand même une disparité entre nos deux secteurs, donc ça implique d'inclure également d'autres sites d'études dans nos recherches. Une analyse, voilà une analyse sommaire de la végétation ici. Donc on constate l'influence des facteurs écologiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la présence des pelouses aérohalines, mais aussi l'importance de l'empreinte anthropique dans ces espaces. On voit la présence d'une strate arborescente uniquement dans les zones où l'enfrichement est le plus ancien et à l'intérieur des terres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une absence de cette strate arborée sur les espaces proches du trait de côte, même les plus anciens. Même si ponctuellement on peut avoir la présence en fait, de certaines espèces comme du chêne qui vont se situer en position d'abri derrière certains fourrés. Pour la strate arbustive, on a des espèces typiques de la succession postculturale, Prunus spinosa, Cornus sanguinea, mais aussi des ronces, 2 espèces, Rubus fruticosus et Ulmifolius. Pour la strate herbacée, des espèces de prairies de fauche, Arenaterum elacius, Dactylis glomerata, aussi très présents sur le littoral. Et dans les fourrés, c'est Hedera helix qui domine. Donc, comme je l'ai dit, on voit l'influence du littoral et également des usages. Le principal constat qui ressort de l'analyse de la végétation, c'est une variation de la proportion, enfin une variation de la composition suivant l'ancienneté, en tout cas pour certaines espèces. On remarque que Cornus sanguinea serait plus présent sur des fourrés plus jeunes. Ça pourrait être dû à une arrivée, enfin tout simplement en fait à une arrivée qui serait plus tardive. Prunus spinosa, qui est l'espèce la plus représentée, elle est largement dominante en formation monospécifique sur les plus anciens fourrés. Et puis on a aussi la présence de l'ajon dans lequel on ne voit pas de gradient visible, même si, d'après Charlotte de Martini, dans les fourrés qui mêleraient ajon et prunelier, le prunelier tendrait à être dominant avec l'ancienneté. On a aussi la présence dans ces zones d'espèces exogènes, donc introduites, donc des espèces de jardin, qui seraient plus nombreuses pour la classe 44 à 7 ans, du cyprès, qui va témoigner de l'activité de camping, même si les premiers résultats n'ont pas permis d'affirmer un réel déterminisme dans leur répartition géographique, même si on a quand même une certaine proximité avec des espaces anthropisés et puis des activités passées comme le camping. Donc, en conclusion, on a des trajectoires qui sont hétérogènes, donc non linéaires, et on constate aussi que l'enfrichement est très loin d'être irréversible.
On voit aussi la persistance de différents milieux, dont des milieux ouverts tout au long de la période d'étude. On a l'influence du littoral et de l'activité humaine dans les trajectoires et la composition floristique. On a aussi la confirmation de certains résultats du programme Ecofriche qui travaillait sur les zones humides, avec les premières phases d'enfrichement sur les fonds de vallée qui ont été mises en évidence dès la période 1953-1986, qui font écho à nos résultats. Et à première vue, on aurait aussi une certaine stabilité de la diversité spécifique selon l'ancienneté de l'enfrichement. Ça mériterait davantage de relevés phytosociologiques pour aboutir quand même à quelque chose de solide. Donc sur le plan écologique, on voit que la friche littorale est donc loin d'être monolithique. Et en l'état, l'idée d'une spécificité de ces milieux serait à nuancer du fait de la forte présence d'espèces généralistes. Donc d'autres recherches sont à venir, notamment Crozon. On va miser ici sur la présence d'un stage au sein du projet, plutôt sur l'onglet Sciences humaines. Et puis également le cap cisin. On va également, comme je l'ai dit, augmenter le jeu de données avec de nouveaux relevés, et puis croiser nos données présentes avec les conditions environnementales. On prévoit également l'introduction d'autres outils, comme des outils d'analyse de métriques paysagères, éventuellement la simulation multi-agent, et puis évidemment la poursuite du travail interdisciplinaire. Je vous remercie de votre attention.